Oui, merci Véronique. Donc, Laurent Fialon, enchanté tout le monde. J'ai eu plusieurs casquettes pour vous parler aujourd'hui. J'interviens à la fois parce que j'ai dirigé une association pendant plusieurs années qui s'appelait Pro Bono Lab, qui était spécialisée dans du mécénat de compétences. Donc, il y a une formation au sein du CROSS qui sera dédiée à cette thématique particulière du mécénat et puis plus largement j'interviens sur les questions de mécénat au sens large et de partenariat avec les entreprises, puisque c'était aussi mon rôle en tant que dirigeant d'association quand j'étais chez Pro Bono Lab. Donc j'avais cette double casquette, accompagné d'autres associations, mais j'étais aussi association moi-même, donc avec les mêmes réalités que ce que vous pouvez rencontrer. Pendant plusieurs années, j'ai également été responsable du dispositif local d'accompagnement au sein de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, donc tout ce qui était accompagnement également des structures de l'ESS. Et puis à côté de ça, comme beaucoup d'entre vous, j'ai une casquette de bénévole au sein d'un club de sport, puisque je suis trésorier du club de volley de ma ville. Voilà. Donc toutes ces Merci. casquettes-là font qu'aujourd'hui, On va pouvoir voilà, je vais échanger. pouvoir échanger sur ces questions de modèle économique qui nous intéressent et nous concernent tous au plus haut point. Merci, Laurent. Sébastien? Oui, bah, bonsoir tout le monde. Comme Laurent, multicasquette. Aujourd'hui, bah, j'interviens au titre de mon cabinet de conseil sur la formation et où je suis consultant dans le secteur du sport. Donc ça va faire une vingtaine d'années que j'interviens auprès des ligues, des comités, des fédérations, etc. Laurent parlait du DLA, j'ai dû accompagner à peu près 250 associations sportives sur cette dernière décennie. Je suis intervenant sur plusieurs formations pour les dirigeants bénévoles avec des fédérations, mais aussi des différents cross et GDOS. Intervenant universitaire aussi sur notamment la thématique marketing où j'interviens en master marketing du sport, j'interviens à la fac de médecine sur le sport santé, en STAPS, etc., etc. Et cetera. Et puis après, moi aussi, ce ne sont pas que des vues de l'esprit du consultant ou du formateur. J'ai des engagements associatifs. Ouais, j'en ai eu. J'ai été pendant 2 mandats, 8 ans, élu au conseil d'administration d'une fédération française en charge de la politique de formation fédérale. J'ai fait 6 ans président d'une ligue régionale en Occitanie. Et là, en ce moment, je suis dans 3 associations sportives au niveau du bureau. Je suis vice-président d'un centre social, même si c'est pas le secteur du sport. Et je fais partie d'un fonds de dotation aussi sur le mécénat pour financer des associations sportives et culturelles dans le Gard où j'habite, à côté de Nîmes. Donc voilà, ça me permet aussi de comprendre tous les enjeux et d'être aussi dans votre position de dirigeant bénévole et ou salarié, parce que ce sont des choses aussi que je vis au quotidien. Voilà. Merci Sébastien. Alors pour remettre le cadre effectivement, au niveau du cross, quand on prépare un plan de formation sur une année, on essaie d'avoir une réflexion, sur ce qui pourrait intéresser, le mouvement associatif sportif et on a aussi cette réflexion qui est, quel rôle on peut jouer? Comment on peut accompagner ou susciter aussi, le fait de s'intéresser à des thématiques d'actualité? Autrement dit, on n'est pas forcément dans répondre à une demande. On peut être aussi de solliciter la reconnaissance d'un besoin et d'être un peu dans l'actualité. Et il nous a semblé que sur cette année, les enjeux économiques allaient être, prenaient de plus en plus d'importance et c'est pourquoi c'est le thème qui nous rejoint aujourd'hui et qui ce temps, cette petite heure, voire un peu plus, elle est dédiée vraiment un peu comme une introduction aux thématiques qu'on va pouvoir vous proposer pour aller plus loin, par rapport en fait à un constat. Et si j'ai sollicité donc Sébastien et Laurent qui sont 2 de nos formateurs, c'est notamment parce que Sébastien, interviendra sur la notion du marketing et je sais que parfois c'est comme le disait Dominique, hein, ou je crois, c'est des mots qu'on n'ose pas employer, dans lesquels on n'ose pas se fondre. Or, on n'a pas de complexe à avoir, dans le milieu associatif. Et puis Laurent, parce que moi je crois beaucoup au mécénat qui, je pense, est sous-employé dans le sport et notamment au mécénat de compétences qu'il évoquera, brièvement. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont avec nous, ce soir. J'ai pas pu réunir tous les formateurs, bien sûr,
Mais le point de départ, en fait, de cette réflexion, c'est un contexte économique quand même qui se tend et qui pour nous est marqué par des déficits publics, on n'entend parler plus que de ça, la diminution des financements, et puis des injonctions envers le monde associatif, qu'on considère comme dépendant des subventions publiques. Donc on dit le monde associatif doit sortir de la dépendance aux subventions publiques et on nous demande de repenser notre modèle économique. Sans forcément trop nous dire finalement c'est quoi un modèle économique, quel est notre modèle, ce qu'on peut aller chercher. Sur cette première diapo, j'ai mis un document que Sébastien m'a transmis sur les projections de l'ANDES, qui est le réseau des collectivités locales. Parce que quand on parle de dépendance aux subventions publiques pour le milieu associatif sportif, en fait, un de nos premiers financeurs en termes de collectivités, ce sont essentiellement les collectivités locales. Ce n'est pas nécessairement l'État, même s'il est un des financeurs, mais en termes de subventions publiques, les collectivités locales sont vraiment importantes. Or, aujourd'hui, quand on le voit avec ces chiffres, hein, on n'est pas sur une majorité, mais on y est presque, avec 43% qui annoncent une diminution du budget du sport, 49% qui réduisent les investissements sur les infrastructures, on soutient moins les événements, on diminue même les effectifs dédiés au sport. Donc, cette évolution, elle impose aujourd'hui, c'est une injonction aux associations de développer de nouvelles stratégies de financement et de modifier l'équilibre de leurs ressources. Ça ne concerne pas que le sport. Il y a eu cette année quand même 2 enquêtes importantes sur la situation financière des associations. C'est intéressant de pouvoir se situer. En fait, si on prend le secteur associatif dans son ensemble, le mouvement associatif a fait une enquête au printemps 2025 et là, quels que soient, les secteurs d'activité, et bien, on se rend compte qu'il y a quand même un tiers des structures qui ont une trésorerie critique. 45% ont eu des financements en baisse. Il y a un impact sur, l'offre de ces associations qui revoient leurs activités à la baisse. 28% réduisent leurs activités, ça veut dire c'est moins de services aux citoyens, moins de pratiques si on est dans le sport, et 18% qui ont un impact sur l'emploi et qui ne remplacent pas des départs de salariés. Donc il faut savoir quand même qu'on est un secteur normalement dynamique au niveau de l'emploi dans l'associatif, mais aujourd'hui même on commence à être impacté par rapport à toutes ces régressions. Et le Cosmos, donc qui est l'organe qui représente les employeurs du sport, a dans le même temps, lui aussi, fait une enquête sur le secteur sportif, qui pour l'instant n'a pas fait encore de point de bascule. C'est-à-dire que on est très inquiet parce que quand on discute de projection, beaucoup de gens on parle des entreprises qui font faillite, de la défaillance des entreprises. Et aujourd'hui, on pourrait se retrouver, à partir de 2026, à faire face à des défaillances des associations qui peuvent se retrouver dans des situations de rupture financière, de cessation de paiement et de ne pas pouvoir continuer à vivre. Alors, l'enquête du Cosmos, elle montre que 54% des structures, quand même, estiment leur situation financière satisfaisante, mais il y en a quand même un tiers, et c'est pas rien, quand on sait que, par exemple, si on prend le secteur sportif en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 11 000 associations. Donc ça veut dire que, ben, un tiers, c'est presque, donc si je ne me trompe pas, 4 000 associations qui constatent une détérioration sur les 12 derniers mois. Avec des causes qui sont identifiées, hein, c'est-à-dire qu'on est bien conscient qu'il faut qu'on mobilise des financements privés, mais c'est difficile. En même temps, il y a la baisse des subventions publiques et en conséquence, ben, les projets sont mis en pause ou abandonnés. Du coup, on réduit les activités, mais si on réduit les activités, ben, peut-être qu'on génère moins de recettes. Et puis, il y a des mesures sur l'emploi qui commencent à apparaître, mais quand on a moins de ressources humaines, comment est-ce qu'on continue à travailler? Il y a Eric qui a levé la main, je vais lui laisser la parole Oui, parce qu'on peut vraiment c'est interrompre au fur et à mesure. c'est gentil, merci. En fait, est-ce que tu as à ta connaissance des évaluations qui ont été faites pour bien distinguer, en fait, par exemple, les associations sportives qui, elles, bénéficient d'adhésion, ce qui n'est pas forcément le cas d'une association, je sais pas, les Restos du Cœur ou des choses comme ça, qui elles, vivent que par les dons ou les mécénats, etc. Et ensuite, il y a une grosse différence aussi, alors ça je le vois au niveau local, entre les associations qui sont employeuses et les autres, et ceux qui sont que sur les bénévoles. Et le sentiment
de difficultés financières, pour faire juste un truc global, est complètement différent. Alors, la différence entre justement le secteur sportif, on va dire, qui lui a cette notion d'adhésion parce qu'il offre une pratique régulière, c'est pour ça que par rapport, la première, le mouvement associatif, elle prend toutes les associations en compte. Donc la culture, ça peut aussi bien être la culture ou on va dire de l'action caritative, c'est le champ associatif. Donc eux, effectivement, on peut dire que là, c'est quand même, il y a un impact encore plus fort. Sur le secteur sportif, on voit que quand même, il y a encore 54% des structures qui pensent que leur situation financière est correcte. Par contre, on n'a pas la différence entre celles qui sont... on est plutôt là sur peut-être celles qui sont en partie employeuses, parce que le Cosmos regroupe les employeurs. Mais j'ai pas des chiffres avec vraiment pour pouvoir montrer la différence entre une structure employeuse et une structure non employeuse. Euh, Ce qu'on peut voir par rapport à notre secteur du sport, c'est que face à cette situation, donc dans les enquêtes qui ont été faites, les associations, quand même, justement, se tournent vers la notion d'augmentation tarifaire, puisque c'est un levier que nous, on a. Les premiers financeurs du sport, en fait, ce sont les pratiquants en termes de masse financière. Donc, c'est vrai que le réflexe peut être de se tourner en premier vers ces pratiquants. On voit qu'il y a des structures qui aujourd'hui se mettent à rechercher activement des partenariats et du mécénat. Et puis, il y a cette notion de prestation marchande. On commence à voir émerger des structures qui développent des activités économiques. Et c'est peut-être là où on va y avoir une grosse différence éventuellement entre les structures qui ont la possibilité d'avoir déjà un emploi et celles qui n'en ont pas. Euh, Tout ça, moi, là, donc du coup, c'est sert un petit peu d'introduction. Et je vais repasser la parole à Laurent et après à Sébastien. Moi, en voyant ces chiffres, je me suis posé la question de savoir si un modèle économique, c'est juste en fait des tarifs, un partenaire privé et faire des prestations. Est-ce que c'est ça qui définit un modèle économique? Laurent? Euh, alors, du coup, pour moi, le modèle économique, de manière très simple, même si les associations n'en ont pas conscience, toutes, à partir du moment où il y a de l'argent qui rentre et qui sort, même si c'est minime, ont un modèle économique. Le modèle économique, c'est simplement la manière dont sont composées les ressources de l'association pour qu'elles fonctionnent. Ces ressources, elles peuvent venir de cotisations, elles peuvent venir de subventions, elles peuvent venir de prestations, elles peuvent venir de mécénat, et toutes ces modalités-là composent le modèle économique. Donc, j'allais dire, même si on ne le sait pas, nous avons des associations qui en ont un. En revanche, toutes les associations n'ont pas forcément mené ou porté une réflexion sur la manière d'aller chercher ces différentes ressources, de les différencier, ou en tout cas de les diversifier, si jamais on n'en était que sur une, par exemple les cotisations, et de voir en se diversifiant ce que ça va amener comme impact sur nos projets, sur les activités. Je vous prends un exemple concret. Tu parlais du développement des prestations. Si le choix est effectivement d'aller sur le développement des prestations, peut-être que ça va amener, ou en tout cas ça va complexifier, la reconnaissance d'intérêt général et donc le fait de pouvoir accéder à du mécénat. Si on décide d'augmenter les tarifs, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'accessibilité de nos activités à certaines typologies de public? Donc finalement, le modèle économique, c'est de faire des choix en connaissance de cause sur le projet que l'on souhaite porter et là où on souhaite aller pour pouvoir le financer. Et donc finalement, c'est d'arriver à trouver un juste équilibre entre ce qui est nécessaire pour faire fonctionner les activités, avoir des salariés ou en tout cas mener à bien nos activités, et la typologie des financements qu'on va devoir aller chercher avec les avantages et les contraintes que chacune de ces modalités vont avoir. Sébastien, c'est une vision que tu partages? Oui, alors pour pas paraphraser Laurent, plusieurs petites choses. Déjà, souvent dans l'économie sociale et solidaire dont on fait partie en tant qu'asso sportive, on parle aussi de modèle socio-économique. Ça traduit aussi que les financements sont aussi en relation avec le capital humain, bénévole et salarié dans les associations, et comment on mobilise aussi les ressources humaines au service des activités et pour aller chercher quel financement. Et que
on est sur un modèle où on est quasiment exclusif sur la mobilisation des moyens humains sur la partie et l'ADN sportif et fédéral qui est la pratique sportive. Donc il y a aussi un enjeu important par rapport à ça. Mais au-delà de ça, tu parlais des tarifs, de développement de prestations, etc. Ça, pour moi, c'est sur le prisme technique, mais il y a quand même à avoir une interprétation stratégique et politique dans le bon et le mauvais sens du terme lié à ces enjeux-là. On est sur un changement, alors peu importe comment on l'appelle, mais une période de transition, de transformation, de mutation, etc., etc. Le Covid et le contexte socio-économique, politique ne sont que des accélérateurs d'un virage qui a été entrepris déjà il y a une dizaine d'années. Donc après, on pourra développer à travers les formations. Mais aujourd'hui, on évolue fort et que si je caricature un petit peu, on était sur un modèle économique pendant des décennies sur cotisation, licence et subventions. Et aujourd'hui, avec une offre de pratique qui n'était même pas facturée à 80 centimes de l'heure de pratique dans une association sportive. Si on a une licence à 200 euros et que de façon cumulée avec les entraînements, les compétitions et les stages, on offre 250 heures de pratique, on est à 80 centimes l'heure de pratique facturée par le club. Et que le coût réel de l'activité était cofinancé par les partenaires publics, État et collectivités sur les subventions. Et depuis quelques années, il y a quasiment plus de subventions de fonctionnement. On est sur des appels à projets qui nécessitent de porter des nouveaux projets, de mobiliser de nouvelles compétences. Et donc, on est en plein dans cette croisée des chemins pour les associations sportives. Et quand je parlais de modèle socio-économique, c'est qu'aujourd'hui, ben, il faut être capable de monter des appels à projets. Et les appels à projets, ça renvoie presque à des compétences entrepreneuriales. On est en concurrence les uns les autres, il faut être bon communicant, il faut faire du marketing pour se mettre en avant et se promouvoir et se différencier par rapport aux autres. Il faut maîtriser la méthodologie de projet, il faut faire de la gestion financière avec de la comptabilité analytique, etc. Et donc ça renvoie à quand même des grandes transformations et des grands changements dans les associations sportives. Et que la plupart du temps, et c'est pour ça que les formations sont intéressantes, c'est de donner du sens à ce qui se passe, de comprendre, de pouvoir agir en conscience, d'aller ou pas dans telle ou telle direction, mais de repérer aujourd'hui ce qui se joue aussi pour nos associations. Et c'est en ça où le modèle économique est important. Parce que on n'est pas que sur des choses techniques ou se dire on va augmenter le prix des licences. Aujourd'hui, on est sur aussi, il y a des choses qui peuvent être faites à court terme, mais on est quand même sur un virage stratégique qui va nous engager sur le moyen terme. Et c'est absolument important et nécessaire de s'intéresser à ces enjeux-là. Tu parles de stratégie. Tu m'as envoyé la réflexion que menait, alors là on est sur une grosse structure, la Fédération française de basketball. Bah, oui, en fait, c'est juste une illustration, mais on prend quand même. Alors, c'était du 2020, allez, début 2024, mais on est quand même sur une fédération qui a eu 3 médailles d'argent aux JO à Paris, un gros paquebot, et en fait, on voit sur le premier paragraphe qu'on dit qu'on est sur un contexte de baisse des deniers publics, il y a une évolution des consommations. Sur le deuxième paragraphe, on voit qu'on est sur le basket pour tous. Et sur le dernier paragraphe, de façon très intéressante, la société, nos attentes, nos modes de consommation, les technologies évoluent, il faut qu'on évolue. Et effectivement, il y a certaines fédérations qui parlent de clubs de demain, de clubs du futur, de clubs 3.0 pour opérer ces changements et justement cette transformation stratégique. Et ce qui est intéressant, c'est que ben, on est en plein dans du marketing parce qu'on simplifie la pratique pour la rendre plus accessible avec le 3-3, le basket 3-3. On part sur du basket entreprise et surtout, ce qui est très interpellant, c'est le VXE pour le vivre ensemble. Et on parle de santé, d'inclusion, de fitness, d'intervention dans les prisons, de basket ensemble sur le handicap. OBE, c'est basket école, collège, lycée, université, des camps basket, du micro-basket pour les bébés. Et donc, on est dans la diversification de l'offre, des publics, pour transformer son modèle, etc., etc. Mais le basket n'est qu'un exemple. Mais aujourd'hui, j'aime bien aussi parler par exemple, de l'escrime, qui est une discipline olympique mais aussi une discipline militaire. On parle de maître d'armes,
Aujourd'hui, ils sont sur des académies de sabre laser à la Dark Vador, où ils ont plus de pratiquants que le fleuret, l'épée et le sabre. Ils ont développé l'escrime artistique à la mode d'Artagnan avec des chorégraphies. Ils ont développé le ludo-escrime avec des cibles lumineuses pour les petits et des épées en mousse pour développer une école de motricité et de dextérité. Et donc aujourd'hui, ben, j'aime bien aussi, et c'est ce que j'aborde, c'est de montrer que les choses évoluent, qu'il y a beaucoup d'exemples dans le cadre des interventions pour vous inspirer, pour vous montrer que c'est possible aussi de faire différemment et pour donner aussi des bonnes pratiques et des pratiques inspirantes. Parce que voilà, il y a certains acteurs qui sont plus engagés, qui ont compris aussi ces enjeux-là, mais ça impacte tout le mouvement sportif, toutes les fédérations, toutes les disciplines, qu'on soit sport de nature, sport co, sport de raquette, etc., etc. C'est un vrai enjeu et aujourd'hui, même les fédérations compétitives, et j'ai presque envie de dire surtout les fédérations olympiques et de sport co, foot, rugby, hand, basket, etc., ce sont les plus dynamiques sur ces enjeux-là, parce qu'il y a aussi plus de moyens financiers et de moyens humains. Et ça doit être aussi inspirant et embarquant pour les autres disciplines sportives, parce que c'est le contexte d'aujourd'hui qui veut que. Et donc voilà, c'est juste une petite Ouais. illustration, mais il y en a tellement Je d'autres. te, je te voyais acquiescer, je me suis lancée dans un mot compliqué là. Je te voyais être d'accord, Laurent. Oui, complètement. Et je reviens sur le VXE que tu as abordé. La question de la réflexion sur le modèle économique, on peut la voir comme une contrainte, on peut la voir aussi comme une opportunité. En tout cas, au niveau du club dans lequel je suis, on le voit aussi comme ça, parce que ça permet de réinterroger quand même la place des clubs en tant qu'association dans la société, sur leur territoire, avec l'opportunité, au-delà de l'aspect compétition, de développer tout un tas d'activités dans lequel le sport ne va pas être la finalité, mais un moyen au service de la santé, l'éducation, l'insertion, on en a parlé, de la jeunesse, et donc de réfléchir aussi à la manière dont le club interagit avec son écosystème territorial, que ce soit les citoyens, que ce soit les entreprises, que ce soit la collectivité ou les collectivités sur lesquelles il interagit. Donc c'est aussi une opportunité de développer de nouvelles activités et de re-questionner la place et le rôle de la pratique sportive dans la société de manière générale. Donc voilà, c'est une contrainte, certes, ou en tout cas c'est une demande qui arrive aujourd'hui avec cette baisse de dotation et de financement notamment public, mais c'est aussi une manière de réfléchir à la pratique sportive différemment. Et Alors justement, alors, Sébastien, juste, Ouais, je ouais, revenais sur juste, les modèles que oui, tu... mais alors je vais quand même saisir la balle au bon avec Laurent. Il a ouvert une petite porte qui est extrêmement importante. C'est que, comme il a dit, aujourd'hui, les politiques publiques sont plutôt dans la considération de l'activité physique et sportive comme un vecteur d'éducation, d'inclusion, de santé, d'insertion socio-professionnelle, etc. Et donc aujourd'hui, c'est comment on déplace le curseur et comment on s'adapte à ces évolutions et ces attentes, à la fois des pratiquants et de la demande sociale de pratique, mais aussi des financeurs publics. Mais si on a compris cette posture et qu'on est aussi capable de se dire que je suis une association qui fait de la santé, de l'éducation, de l'inclusion grâce à l'activité sportive, je m'autorise le droit à taper à la porte d'autres financeurs que ceux du sport et que ceux qu'on connaît traditionnellement. La politique de la ville avec le contrat de ville, la CPM et l'ARS sur le sport santé, la CAF avec les accueils collectifs de mineurs, mais aussi la parentalité, etc., etc. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de financements qu'on ne sollicite pas en tant qu'association sportive. Et pourtant, l'ANS, notre PSF fédéral, etc., nous oriente vers ces pratiques-là et on ne va pas au bout des choses. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et si je parle presque à la place de Laura, mais il n'y a pas que les subventions. Il y a aussi le mécénat. Et ce qui intéresse les fondations d'entreprise, bah, ce sont justement ces mêmes thématiques. Donc aujourd'hui, euh, quand on comprend et qu'on agit en conscience, et d'où l'intérêt de se former, eh ben, on identifie des leviers qu'on pourrait activer et qu'aujourd'hui,
on peut considérer que c'est une période très contrainte, mais il y a encore beaucoup d'opportunités et de la place pour faire différemment. Et c'est la bonne temporalité pour agir sur ces leviers-là. Donc ça, c'est un élément important. Et après, dans la même logique que ce que je viens d'évoquer, euh, voilà, c'est juste des tableaux qui pourront être analysés, abordés dans le cours des différentes formations, mais c'est intéressant pour se positionner et avec un axe vertical sur les financements privés tout en haut et les financements publics en bas. Donc, financement privé, on a le mécénat, le sponsoring, la vente de prestations, les financements publics, État et collectivités. Et puis sur le volet, sur la ligne et l'axe horizontal, on a la réponse unique à un besoin social qui est la pratique sportive comme finalité. Et la réponse globale et plurielle, c'est justement le sport santé, le sport éducatif, l'inclusion, l'insertion socio-professionnelle avec les clubs sportifs engagés, par exemple, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, vu le contexte, c'est plus pertinent de viser et de s'orienter vers une organisation et un modèle économique sur le M5. Et beaucoup encore de structures sont plutôt sur du M2, M3. Et ça donne aussi des axes de réflexion. Et après, on peut décliner, on peut activer des leviers par rapport à ça. Je crois qu'il y a une Il y a une question. question de Christine, oui. Oui, non, c'est pas une question, c'est C'est une plutôt un observation. témoignage. Mm. Non, un témoignage, parce qu'en fait, donc moi j'ai pris la coprésidence il n'y a même pas un an maintenant, il y a 9-10 mois. Et l'ancienne coprésidente, bah, écoutez, elle avait cette vision en fait du futur, parce que je pense qu'elle a su prendre le virage il y a à peu près 2 mandats, il y a 3, il y a 6 ans, 7 ans en arrière. Et comme témoignage, en fait, aujourd'hui, nous, on a ce qu'on appelle un programme Pagayons ensemble. Donc, je vous rappelle, comme un club de kayak d'Avignon. Donc, on a des adhérents qui font de la pratique de kayak rivière, kayak mer, etc. Mais à côté, on a un programme Pagayons ensemble qui, lui, effectivement, nous permet d'aller capter des subventions, notamment dans le domaine inclusif. C'est-à-dire qu'on travaille comme cela avec des instituts, des IME, instituts médico-médicaux, Éducatif. et éducatifs. Il me manquait un mot, merci. On travaille également avec la ville. On a des enfants au printemps qui viennent, qui ont des sessions de kayak. On travaille des associations d'autistes. On travaille, voilà, aussi bien dans le domaine finalement de l'handicap physique, mental, et les gens en difficulté sociale. Donc effectivement, quand on a effectivement ces différents éléments-là, ça nous permet, selon qui on cible, et qu'on regarde le cahier des charges, quand on fait appel à du mécénat en l'occurrence, ou lorsqu'on fait appel à des subventions d'État, on va du coup cibler et argumenter par rapport à des actions qui correspondent effectivement au cahier des charges. Et c'est vrai que ça nous facilite un petit peu la vie pour le faire. Donc ça, c'est un exemple concret, réaliste. Mais il y a 2 difficultés. La difficulté, c'est au moment où on instruit ces dossiers. Donc moi, maintenant, je le fais depuis quelques mois avec un collègue qui, lui, le fait depuis des années. Il faut reconnaître quand même, c'est quand même pas facile d'instruire et d'argumenter ces dossiers. Donc ça demande quand même une certaine compétence. On parlait de compétences tout à l'heure. Et puis l'autre problème que je perçois en prenant cette coprésidence, c'est que on va dire qu'il y a des sortes de petites tensions internes au club, avec des adhérents qui sont plutôt dans la pratique du kayak pour se faire plaisir, etc., et qui comprennent pas forcément qu'on commence à être un peu plus professionnel sur certains domaines. Donc voilà, c'est un petit peu ces petites choses que je voulais vous évoquer. Alors, Ju- juste pour ouais. rebondir peut-être, alors il y a deux éléments qui sont intéressants. Le dernier que vous évoquez sur les tensions internes, effectivement, c'est pour ça que c'est un sujet stratégique, mais aussi politique dans le bon sens du terme, sur le projet associatif et comment on embarque tout le club dans cette vision partagée, parce qu'on est vraiment sur la vision. Et que aujourd'hui, c'est renforcé aussi ces tensions par le fait que souvent la gouvernance et les élus et les bénévoles d'une association, ce sont d'anciens sportifs, plutôt bons compétiteurs, et ou des mamans et des papas de gamins qui performent dans l'école du sport du club. Et donc on renforce le prisme compétitif et fédéral.
et on est un peu moins positionné sur la vision, je vais dire, sociétale de la pratique. Et après, sur l'autre point, sur la complexité des dossiers et la méthodologie, bah, c'est vraiment la méthode et d'où l'intérêt aussi, parce que tout à l'heure, Véronique l'a pas cité, mais il y a aussi une formation sur optimiser en gros ces dossiers de demande de subvention. Et donc, il y a aussi des bonnes pratiques et des règles qui sont importantes. Et ça, c'est aussi du marketing, mais on nous a appris dans les associations sportives pendant des décennies à être demandeurs de subventions, à être et aujourd'hui, on peut plus être demandeur de subventions. On est offreur de projets qui répondent à des enjeux d'intérêt général. Et ça change beaucoup de choses dans la façon d'écrire, de construire et de Absolument. penser le dossier. Oui, Et que d'accord. du coup, on parle la même langue que les financeurs, on connaît leur cadre de référence et leur politique publique. Et tout ça, la porte d'entrée est différente et que après on construit des projets un peu différents et c'est un peu plus facile. Donc tout ça, c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment dans la conduite du changement et c'est réinventer un modèle sportif et pas qu'un modèle économique. Et je dis bien, c'est pas à la place du sportif, et c'est la complexité du moment, c'est en plus du sportif, comment on s'organise et quels moyens on peut mobiliser, quels leviers aussi en termes de ressources humaines et d'autres ressources externes. Et c'est tout le sens et l'intérêt aussi d'un parcours ou d'un programme de formation avec 5-6 formations complémentaires pour aborder aussi tous ces enjeux-là, parce que on peut pas juste aborder ces sujets sur du one-shot et juste une formation d'une journée, quoi. Justement, Sébastien, dans ce schéma-là, sur les leviers du modèle économique, on se rend compte en fait qu'on peut agir vraiment sur un champ qui est très très large. Oui, et puis souvent on l'oublie un peu, mais que le développement économique, ça passe aussi par la réduction des coûts. Donc il y a aussi des vrais enjeux aujourd'hui autour de la mutualisation des moyens humains, notamment sur les profils agents de développement et développeurs de projets ou chargés de développement, notamment avec le titre pro CDSSA qui existe dans la branche professionnelle du sport, chargé de développement de structures sportives associatives. Donc il peut y avoir des vrais sujets. Mais après, les leviers financiers, bon, ben, aujourd'hui, on plafonne et c'est difficilement développable les cotisations parce que on est un peu, excusez-moi du terme, au taquet en termes d'infrastructures sportives et d'encadrement sportif. Donc c'est compliqué de développer. Les financements publics, il y a encore beaucoup de leviers sur les autres financeurs que ceux du sport, mais c'est un peu de méthode. Et donc, ça nous renvoie du coup à se réinventer avec des financements privés sur des prestations de services, sur du sponsoring. Et effectivement, je partage que le mécénat est un levier très important aujourd'hui. Surtout que tous les financeurs publics nous demandent de faire, je le redis, du sociétal, de la RSO, de la RSE, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, ce sont des sujets qui font sens et qui correspondent aussi aux engagements des entreprises qui veulent s'engager dans des actions sociales, sociétales, solidaires, etc., au niveau des acteurs privés. Donc tout ça, c'est après, si on a compris tous ces éléments-là, on ne subit pas et on peut, dans une moindre mesure, mais on peut s'inscrire dans un cercle vertueux si on se réinvente un peu. Et donc, voilà. Donc, vrai sujet par rapport à ça, et encore une fois, là on n'est que sur des outils qui seront développés dans les différentes formations, et ça permet aussi de se positionner, de poser des chiffres sur son modèle, sur comment on va chercher des recettes et des ressources financières, etc. Et ce sont que des éléments d'aide à la décision, de questionnement, euh, bah, pour définir après une stratégie, parce que l'objet des formations avec le CROSS, c'est d'être très opérationnel aussi et d'être sur des plans d'action pour trouver des solutions. Donc, c'est pas que des vues de l'esprit, c'est pas que des constats, c'est juste vraiment des outils qui vont nous faire prendre conscience d'eux pour pouvoir après agir et interagir avec notre écosystème. Justement, la notion des coûts, c'est quelque chose qu'on a souhaité mettre une partie Important. sur l'analyse financière. Parce que moi, pour avoir pendant de très longues années dans une discipline et fait de l'accompagnement des clubs et d'avoir tenté de sensibiliser à ce qu'on appelle la gestion des coûts et comment on détermine un prix.
je me suis rendu compte que quand même alors ça peut avoir évolué ou être en évolution, mais que on se pose pas la question souvent on se pose pas la question du prix et du coût de l'activité, de ce qu'elle nous coûte, pour savoir comment derrière on la finance. Est-ce qu'elle est cette activité est déficitaire, mais on sait qu'à côté on fait rentrer de l'argent et par conséquent ça nous permet quand même d'être dans un budget global qui se porte bien. Mais aussi le prix. Moi j'ai discuté plus une fois avec des clubs qui je lui demandais, mais comment vous fixez le prix de votre cotisation? Et en fait, bah, je regarde les clubs à côté. Et puis voilà, quoi. Ils prenaient pas en compte, eux, ce que eux amenaient, leur structure, leurs besoins, leurs coûts. Et parfois, il y a aussi cette idée que le sport, effectivement, ah mais non, 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 moi j'ai connu des structures où c'était 80 € à l'année pour les enfants. Et je me disais, mais tous les enfants du village doivent. À l'époque, j'étais dans le tennis. Je comprends pas que tout le monde fasse pas du tennis à 80 € à l'année. Mais on me disait, non, non, on peut pas augmenter, les gens, ils vont pas venir. Euh, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances et c'est vrai que l'enjeu aussi, au travers de la formation et de sensibilisation comme celle qu'on fait ce soir, c'est un peu aussi d'essayer de sortir des croyances. Complètement. Éric? Oui, en fait, je voulais juste rebondir là-dessus, c'est que en fait, on a quand même une perception que nos adhérents sont de plus en plus des clients. C'est-à-dire qu'ils sont en attente c'est-à-dire que le côté associatif tel qu'il existait avant, il est en train de changer très fortement et les attentes, je sais pas, de contenu, de service de la part de nos adhérents est forte et du coup, moi, ça me choque pas du tout d'avoir une gestion de coûts, de dire: «Voilà, sur ma cotisation de 90 €, il reste 60 € pour, faire les activités» et de proposer ça aux coachs en disant: «Bah, voilà, avec ça, par adhérent, vous allez pouvoir proposer du service, des activités, des sorties et cetera». Donc c'est un changement fondamental par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire des associations qui ont qui essayaient d'avoir un coût d'adhésion à minima, quasiment un coût de revient et là, on en revient au coût. C'est-à-dire, pratiquement, heu et qui sont très dépendants justement des subventions, qui sont incapables d'avoir suffisamment de marge parce que, on est presque là. C'est-à-dire que si j'arrive à avoir suffisamment de marge pour proposer du service, finalement, mes adhérents sont heureux et donc c'est vraiment une façon de penser complètement différente qui est très proche de celle de l'entreprise, mais finalement, on en est là et ça permet de perdurer, quoi. Sans forcément s'asseoir effectivement on en parlera à la fin, sur ces valeurs Ah et complètement, sur le oui, fait de oui, faire je prendre conscience aussi à ces pratiquants qu'on a l'ADN d'une association. Et effectivement, Laurent, tu voulais enchaîner et ça me permettra de te laisser enchaîner aussi pour revenir au fait d'être porteur d'un projet partagé et que ce projet, finalement, dans le domaine qui est le tien, le mécénat, est très, très important. Oui, tout à fait. Il y avait trois petites choses que je souhaitais souligner ou sur lesquelles je souhaitais rebondir. Tout d'abord, c'est vraiment intéressant que la question des coûts ait été abordée. On parlait et on va parler de mécénat. Dans le mécénat, il y a le mécénat financier qui rentre effectivement dans la partie revenus. Le mécénat de compétences ou les dons en nature vont venir en revanche réduire les coûts, soit parce qu'on va avoir des ressources humaines qui vont venir compléter nos équipes sans qu'on les paye, soit parce qu'on va avoir des dons de matériel ou autre, où là, pareil, on ne va pas être obligé de sortir de l'argent, et donc ça va venir réduire nos coûts. Ce que je trouve aussi si intéressant quand on commence à réfléchir aux coûts, c'est que ça nous oblige à réfléchir à la valeur des choses, à la valeur de ce qu'on propose, et donc aussi aux compétences qu'on peut avoir en interne en tant que bénévole, en tant que dirigeant, ce qui est et quand on compte pas, ça ne compte pas, on dit souvent. Et c'est vrai que quand on n'a pas cette réflexion, sur la tarification, ou pas suffisamment, on passe parfois à côté de la valorisation aussi, du temps que, même les bénévoles peuvent passer. Et donc je trouve que c'est vraiment intéressant, Absolument. cette réflexion-là aussi, pour prendre conscience que, ce qu'on développe au sein des clubs et au sein de nos, instances sportives, il y a des compétences, il y a des gens de qualité et que tout ça,
Ça a un coût, ça a une valeur en tout cas, et que cette valeur mérite aussi d'être connue et reconnue à la fois par les pratiquants, mais aussi en interne pour les personnes qui dirigent les établissements. Le dernier point, c'était sur la question du rapport que peuvent avoir les adhérents de plus en plus considérés comme des clients finalement. Pour moi, ça vient aussi re-questionner la capacité de nos clubs et de nos instances à mobiliser les bénévoles en fait. Puisque à partir du moment où on est consommateur d'une activité sportive, comme on peut l'être dans la salle de sport d'à côté, cette dimension d'engagement auprès du club, quelle qu'elle soit, et encore plus si on souhaite aller jusqu'à la gouvernance du club, elle ne se pose pas. Et donc, il y a tout un travail aussi à faire. Pour le coup, les clubs doivent aussi s'emparer de cette question-là. Il y a tout un travail à faire sur la manière dont on invite les personnes, membres du club, à s'engager ponctuellement, peut-être régulièrement au démarrage, mais en tout cas s'engager au sein du club, à être vraiment membre à part entière et non pas simplement consommateur d'une activité sportive comme il pourrait l'être dans une activité lucrative. Voilà. Favoriser l'engagement et renouveler finalement, intégrer des bénévoles, ça fait partie du modèle économique? Ça fait aussi partie du modèle économique puisque ça fait partie des ressources qui vont être mobilisées et qui vont aussi permettre le fonctionnement de l'association, hein. Si on n'avait pas de bénévoles et qu'on devait payer intégralement en salariat toutes les personnes qui s'investissent au sein du club, il resterait pas beaucoup de clubs qui fonctionnent. Donc aujourd'hui, la question du bénévolat, elle fait partie intégrante des ressources à mobiliser pour le bon fonctionnement de nos clubs, y compris tout simplement dans la gouvernance qui est incontournable au sein des clubs sportifs. Juste oui, Juste Sébastien. petit tips intéressant par rapport aux propos de Laurent. Euh, Vous connaissez peut-être la ligne de financement et de subvention de l'Agence nationale du sport sur Impact 2024, qui est le fonds de dotation sur l'héritage des JO 2024. Il y a eu un appel à projet en 2025, il y en aura en 2026. La valorisation du bénévolat, si on traduit en termes comptables, ce sont les contributions volontaires, les comptes 86-87. Il était autorisé par l'Agence nationale du sport de cofinancer parce qu'ils intervenaient à hauteur maximum de 80% du budget sur la subvention. Et il fallait 20% de cofinancement minimum et ils autorisaient que ce cofinancement soit à travers les contributions volontaires et le temps passé par les bénévoles, avec les compétences et l'engagement des bénévoles. Et donc ça, ce sont des choses extrêmement importantes et qui coûtent pas grand-chose, qu'on doit valoriser, et ça fait sens par rapport à ce que disait Laurent, par Laurent, exemple. justement, Oui, on a évoqué les compétences, justement, les ressources humaines, et on peut avoir des bénévoles, mais il peut nous manquer certaines compétences. Et on n'a pas les moyens non plus de recruter. Et dans la temporalité, on n'a pas forcément besoin de recruter quelqu'un pour 10 ans pour un projet. Justement, le non. mécénat de compétences, c'est une opportunité. Et dans un contexte aussi aujourd'hui où les gens doivent travailler plus longtemps, peuvent être en recherche de sens dans l'entreprise. Il peut y avoir là deux besoins qui se rencontrent en fait entre le sport et le monde de l'entreprise sur ce mécénat. Complètement. Pour dire un mot sur le mécénat de compétences, déjà rapidement de quoi on parle. Donc, on est sur un don en nature hein, de la part de l'entreprise qui va euh, mettre à disposition du temps de travail de ses salariés, plus ou moins long, hein. C'est pas forcément uniquement sur du temps très long, ça peut être assez court. Mais en tout cas, mettre à disposition du temps de travail de ses salariés pour une association d'intérêt général. Je prononce le nom maintenant parce que ça va être important pour la suite. Cette modalité d'engagement, elle peut être effectivement avec quelqu'un qui va venir passer du temps au sein de votre structure, mais ça peut être aussi la réalisation d'une prestation gratuite. Une entreprise de communication, une agence de communication par exemple, qui vient vous refaire votre site internet et à la fin, au lieu de vous le faire payer, elle vous fait don de la prestation. Et donc les entreprises qui mettent en place ce type de soutien, au même titre que le mécénat financier, peuvent avoir droit à une réduction fiscale de 60% du montant de leurs dons. Donc on est finalement, en termes d'avantages fiscal, sur la même modalité que sur le mécénat financier. Je parlais tout à l'heure d'intérêt général.
c'est important puisque pour avoir accès à la défiscalisation, l'entreprise, elle doit faire ce don auprès d'une association d'intérêt général. Donc, il doit être en capacité de lui émettre un reçu. Or, bien que le sport, comme l'éducation, la, la culture et un certain nombre d'autres secteurs est tout à fait éligible au mécénat, tous les clubs ne le sont pas d'office, notamment parce qu'il ne faut pas, pour être considéré d'intérêt général, il ne faut pas s'intéresser ou en tout cas agir uniquement auprès d'un cercle restreint de personnes, donc auprès uniquement de vos membres. Si c'est le cas, si un club est uniquement concentré sur la pratique sportive de ses adhérents, en fait, il ne va pas être considéré d'intérêt général et il ne va pas pouvoir du coup accéder à la capacité à émettre des reçus pour des entreprises. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on s'intéresse à ces notions de mécénat, que ce soit du mécénat financier et du mécénat de compétences, ça veut dire qu'il va falloir qu'on rentre dans cette dimension où on va retravailler le projet associatif et pas que le projet sportif ou le projet de compétition, et où il va falloir que le club se questionne sur la manière dont le sport peut être utilisé pour, on en a parlé tout à l'heure, hein, les questions de santé, d'insertion, de jeunesse, etc. Mais en tout cas, ça demande à réfléchir et à vraiment proposer dans le projet et dans les activités ce type d'initiative pour que le club soit pleinement reconnu dans son caractère d'intérêt général et puisse du coup avoir accès à ce type de soutien. Donc c'est à la fois une opportunité de soutien financier, donc des ressources en plus, des économies si on va sur du mécénat de compétences notamment, mais aussi l'opportunité de retravailler sur son projet associatif en se posant la question de qu'est-ce que je peux faire de plus avec mon sport pour la société et pour les individus de manière générale. Le monde de l'entreprise aujourd'hui, hein, on voit là avec l'enquête de 2024 d'Admical qui a 16% quand même du mécénat qui est orienté sur du mécénat de Mais de compétences. compétences, tout à fait. Et il y avait des perspectives avec à peu près 20% des entreprises qui font du mécénat Qui ont envie de le qui souhaitaient développer. développer, aller plus loin dans le mécénat de compétences. Complètement, Ouais. notamment sur les petites entreprises. En fait, aujourd'hui, le mécénat de compétences est beaucoup concentré sur les grosses entreprises qui l'ont développé plutôt sur la mise à disposition. C'est une pratique qui est moins développée et moins connue sur les petites et moyennes entreprises qu'on peut avoir sur les territoires. Or, ce que je vous partageais tout à l'heure, faire une agence de com qui vous fait votre site internet, en fait, c'est tout à fait accessible techniquement, administrativement. C'est pas compliqué à mettre en place pour ce type de structure à partir du moment où elle est convaincue de votre projet et que vous avez établi un partenariat. Donc, il y a toute une démarche de sensibilisation qu'on continue à faire aussi pour faire connaître ce dispositif auprès des associations. C'est ce qu'on fait et ce qu'on va faire avec le CROSS sur la question de la formation, mais aussi du côté des entreprises pour qu'elles se disent non, ce n'est pas un dispositif qui est réservé aux grandes entreprises, c'est un dispositif que moi aussi, je peux activer auprès des clubs avec qui je suis partenaire au niveau local en complément éventuellement du sponsoring ou de dons financiers. En revanche, et là aussi on y reviendra, et Sébastien, tu le précisais au démarrage, ça veut dire que ça demande de développer de nouvelles compétences au sein du club, notamment des compétences dans la relation aux entreprises. Aller les chercher, les identifier, parler de son activité et être en capacité à cette entreprise-là de lui proposer différentes modalités de partenariat, que ce soit du sponsoring, que ce soit le soutien sur des événements, que ce soit du mécénat, que ce soit du mécénat de compétences, et de savoir ce qu'on va pouvoir lui adresser comme message. On retombe là sur des notions de marketing où Sébastien animera du coup la formation là-dessus. Oui, alors je rebondis quand même là-dessus, c'est important. Et c'est effectivement du marketing, c'est arrêter d'être demandeur, encore une fois, auprès des entreprises et être offreur. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est votre offre qui va créer la demande des entreprises. Et les entreprises n'ont pas forcément idée d'être mécènes et de faire du mécénat de compétences à destination des associations. Et c'est être capable de leur dire que on est une association sportive, un club, un comité qui compte, qui est engagé, qui est solidaire, responsable pour telle ou telle raison. Et le fait de travailler en bonne intelligence avec nous et de collaborer à travers du mécénat de compétences va aussi poser la question du sens et de l'engagement dans votre entreprise, va vous permettre d'alimenter votre stratégie RSE,
va vous permettre de vous positionner différemment auprès de vos acteurs territoriaux et publics en disant que vous êtes une entreprise qui soutient aussi les acteurs de la cité, les administrés, les associations locales, etc. Et si on n'est pas capable aujourd'hui de parler dans ce sens-là, c'est moins évident. Et donc, ça renvoie encore à la question de la posture et du positionnement. Complètement. Justement, la question de la posture aussi et du positionnement, je pensais qu'aujourd'hui, c'est ce qui a été dit aussi au début, hein, c'est quand on parle avoir une activité économique. En fait, nos clubs, même si on n'est pas employeur, à partir du moment où on offre des services, qu'il y a des prix, on est dans l'activité économique. Et peut-être qu'il y a une forme aussi de complexe ou de pas oser aller justement s'approprier des méthodes de marketing et on ne se perçoit pas comme générant de la valeur économique. Or, je voulais mettre en avant ces chiffres quand même parce que l'économie du sport, ça représente 78 milliards d'euros. Alors, et bien sûr, dans ces 78 milliards d'euros, il n'y a pas que les clubs sportifs. Il y a aussi la consommation des pratiquants, il y a les grands événements. Mais s'il n'y a pas des pratiquants dans tous nos clubs, ce sont eux qui sont les spectateurs à un moment des événements ou les consommateurs de grands événements. Ce sont eux qui achètent des équipements sportifs. Donc, on est quand même à la base, et ces 78 milliards d'euros, ça représente quand même 2,7% du produit intérieur brut. Et le secteur qui nous concerne, en l'occurrence le secteur non marchand dans lequel on se trouve, constitue quand même dans ce champ de l'économie du sport, il représente 37% de l'économie du sport, alors que le non marchand dans l'économie dans son ensemble, il représente que 31%. Donc nous, on joue un rôle. euh, et on doit être capable aussi de le faire entendre auprès des partenaires publics, mais des entreprises. On ne parle pas assez finalement du fait qu'on est un acteur économique à part entière et de montrer qu'on est capable de se penser en tant qu'acteur économique. Il y a eu cette enquête quand même que je vous invite à lire, hein. Je vous enverrai le PowerPoint et le lien vers cette enquête qui a établi que, parce qu'on quand on parle justement qu'il faut parler aujourd'hui de notre rôle économique et social, qui a dit que pour 1 € investi dans le sport, on permettait à la société de faire 13 € d'économie dans les charges qui sont les siennes par rapport, on parlait d'absentéisme au travail, de santé, d'insertion. Donc je pense que ce sont des éléments qui sont importants à connaître et ça m'a amené à dire aussi que enfin, vous l'avez évoqué tout au long de notre discussion, c'est qu'on peut modifier ou faire évoluer son modèle économique sans forcément renoncer à ses valeurs associatives. Est-ce que pour vous, Sébastien, Laurent, le concept de loi 1901 et d'association va de pair avec cette réflexion et cette diversification des enjeux économiques? Moi, je me souviens d'un club avec qui je parlais de sport santé, de cardio-tennis, qui me disait: «Ah ben non, mais je vais pas me mettre à faire de la Zumba». C'était pas ce dont je lui parlais. Mais est-ce que le milieu associatif peut avoir l'impression aussi de se trahir dans ces changements? Alors c'est un vaste sujet sur lequel on on pourrait pas mal échanger, mais en tout cas, à mon niveau, à partir du moment, où notre projet est clair, où on est solide sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on souhaite apporter, à nos adhérents, et à notre territoire, à notre ville, au-delà de nos adhérents. À partir du moment où on est clair là-dessus et que les ressources que l'on va aller chercher ne nous éloignent pas de ce que l'on souhaite faire et dans ce qu'on peut faire, pour moi, en fait, on est tout à fait, OK, dans le respect du cadre associatif et en tout cas, ça ne vient pas dévoyer le projet. Pour ne pas dévoyer le projet, il faut avoir le projet et le problème, c'est que trop souvent, ce projet, il est pas suffisamment clair, pas suffisamment travaillé, pas suffisamment connu et partagé au sein de l'association et donc on peut avoir tendance à se perdre, s'en éloigner. Si, le projet est clair et qu'on est en capacité de faire des choix, justement dans ce modèle économique, les 2 sont parfaitement conciliables. Sébastien, une réflexion? C'est pour Euh, élargir un oui, peu en oui, perspective, hein, alors, puisqu'on alors arrive à la fin de notre temps d'intervention. ok. Alors,
Laurent parle de projet associatif. Dans la continuité de ça, c'est ce que moi j'appelle le socle associatif. C'est nos valeurs, nos missions et notre finalité. Et donc ça, bien évidemment, il faut qu'on soit aligné avec les valeurs associatives et les différents engagements. Mais moi, j'aime à dire qu'aujourd'hui, quand on a 100 000 euros de budget ou beaucoup plus pour les comités régionaux, les ligues régionales, et j'en parle même pas pour nos fédérations, ben, aujourd'hui, on est quand même un acteur économique et on n'est pas loin d'être une TPE ou une PME. Et en plus, on a les mêmes obligations en termes de fonction employeur, de risque, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que nous sommes un acteur associatif qu'on n'a pas aussi des responsabilités, des engagements. Et les acteurs de l'économie sociale aujourd'hui parlent même parfois, même si ça fait pas plaisir, d'entreprise associative. On commence à voir apparaître des termes comme entreprise entrepreneur, mais aussi association et assopreneur. Et en gros, tout ça, ça veut dire, et c'est ce qui est délicat, c'est comment on déplace le curseur entre, dans un contexte qui nous oblige à bouger et à évoluer, en développant notre esprit d'entreprendre, et c'est pas être une entreprise, identifier des opportunités, relationner, développer de nouvelles compétences, c'est comment on garde nos valeurs et notre engagement associatif, mais qu'en complément, on développe notre esprit d'entreprendre. Et donc, c'est ça la difficulté. Mais après, j'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a un cadre aussi fiscal. Le mécénat, c'est de la fiscalité. Mais aujourd'hui, au niveau de la fiscalité des organismes à but non lucratif dont font partie les assos, on a le droit de développer des activités commerciales. Il y a une franchise fiscale qui, aujourd'hui, de 80 011 euros qui existe. On peut développer des activités économiques. Donc, il y a tout un entre guillemets, il faut un peu démystifier et casser des croyances limitantes par rapport à ça. Et aujourd'hui, nos fédérations font du marketing, font du développement économique. L'État fait du développement économique. Les Jeux Olympiques Paris 2024, c'était, si volontairement je suis un peu provoque, c'était avant tout une intention autour du développement économique et touristique pour redorer l'image de la France à l'international. Et vous voyez la cérémonie d'ouverture sur la Seine, les sites de pratique carte postale, le Grand Palais, le château de Versailles, etc., etc. C'était que des intentions économiques et politiques en termes d'attractivité. Et nos fédérations ont développé des labels, c'est du marketing, ont simplifier ou développer le système d'affiliation et d'adhésion avec des licences événementielles, des licences découvertes pour faciliter l'accès à la pratique sportive et que aujourd'hui le développement des organismes de formation dans les fédérations, les ligues et les comités, au-delà de développer les compétences et de faire monter en compétences les acteurs et jouer son rôle de tête de réseau, c'est aussi un levier économique en termes de prestation de services. Donc aujourd'hui, sans le savoir, on est dans un monde et dans les associations et dans notre écosystème sportif où on développe, sauf qu'on n'en a pas forcément conscience et du coup on n'en fait pas une force et un levier et on le subit un peu. Donc c'est aussi tout l'enjeu de ce cycle de formation. Merci Sébastien, tu me tends la perche vers la fin et du coup je reviens à ce que j'avais dit au début, hein, l'idée sur ce temps d'échange auquel je vous remercie d'avoir assisté, que j'ai enregistré et je vous enverrai le lien du replay et le PowerPoint et je mettrai à disposition le replay. C'était vraiment d'avoir ce petit temps d'échange un peu en introduction et après je laisserai la parole à Christine sur le choix qu'on a fait cette année de travailler sur ces parcours économiques. Donc, on les a concentrés sur le premier semestre. On a fait le choix aussi d'avoir beaucoup d'interventions qui sont en présentiel pour permettre vraiment des échanges entre les structures. C'est vrai que Covid oblige, on s'est tous habitués au distanciel. Alors, on est un peu schizophrène parce que tout le monde dit non, mais on a envie de se voir, d'échanger, c'est plus convivial et tout. Puis finalement, on dit ah oui, non, mais c'est mieux en distanciel parce que j'ai pas envie de me déplacer. Donc cette année, on fait le pari quand même du présentiel, même si optimiser ses recettes est une intervention qui se fait en distanciel. Donc on a essayé d'avoir une cohérence, puisque donc la première intervention de Sébastien en février, c'est sur le fait de réussir un appel à projet ou des demandes de subvention
et vous allez travailler sur cette notion de projet associatif et de diversification des interlocuteurs, hein, qu'on n'est pas obligé de travailler qu'avec le sport, qu'avec les interlocuteurs du sport. Ce sera suivi début mars par le marketing sportif, qui me semblait être un peu un pilier, un socle par rapport au déploiement après des autres thématiques, puisqu'on a beaucoup parlé quand même de projets. Il y aura 2 séquences sur les partenariats privés, sponsoring et mécénat, et une séquence sur le mécénat de compétences, qui mérite d'être découvert par les associations sportives, d'être beaucoup plus intégré dans la réflexion. En avril, donc optimiser ses recettes. C'est pas parce qu'on n'est pas on ira même jusqu'à parler de billetterie, de merchandising, de buvette. Il faut oser aussi, réfléchir à ces outils, qu'on a peut-être tendance à voir souvent que dans les clubs pro, mais dans les sports co, selon le niveau où on est, des fois on fait payer un petit prix d'entrée, sur une compétition, on a une buvette, comment on travaille avec ces outils? Et on a intégré, l'analyse financière. C'est ce que disait Sébastien, hein, on a parlé de la gestion des coûts, mais aussi, les leviers qu'on a même en loi 1901, avec, des montants plafonnés, mais aussi des possibilités comme la sectorisation, qui peuvent permettre de développer, des activités lucratives. On a fait un choix. Alors, dans le champ de la formation pour les structures associatives, ça devient compliqué, puisque, cette année, il n'y a plus de fonds, pour des actions individuelles pour financer la formation des bénévoles. La formation des bénévoles ne peut exister aujourd'hui, ils peuvent être pris en charge que dans le cadre d'un dispositif qu'on appelle les actions collectives, et on est limité à 8 entre janvier et août, et 6 entre septembre et décembre, au niveau des structures porteuses. Donc nous, on a fait le choix quand même du coup de mettre pas mal de ces formations en action collective, ce qui fait que si, en tant que bénévole, vous suivez par exemple ces 6 formations, ça va vous coûter en fait 150 € pour 6 journées de formation. C'est un choix fort aussi qu'on fait pour optimiser du coup, l'accès, parce qu'on pense que c'est un enjeu important, et au-delà justement, quand le projet au-delà du levier économique et du modèle économique que peut constituer la formation, on estime aussi qu'elle est au service d'un projet, qui est de faire réfléchir, les structures associatives. Je vous enverrai en même temps le lien vers notre catalogue public où vous allez voir toutes les formations. On travaillera aussi sur la communication parce que faire savoir, c'est important aussi, mais ce sera, dans un deuxième temps. Donc là, vous avez les premières formations qui sont programmées, et avant de remercier Sébastien et Laurent, je vais laisser la parole à Christine et voir s'il y avait d'autres questions. Oui, c'était justement, je voulais savoir, ça tombe bien. Moi, j'étais intéressée effectivement par le mécénat de compétences. Je vois qu'il y a une formation dessus, donc ça me va bien. Et l'autre question, c'était, j'avais entendu tout à l'heure lorsqu'on a fait appel donc à des financeurs publics, j'ai compris qu'on pouvait s'intéresser aussi à des financeurs, comment dire, des subventions autres que du sport. J'ai entendu ça tout à l'heure en début de Oui, formation. c'est Sébastien qui en a parlé. Oui, de quoi s'agit-il? J'ai donné quelques exemples. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, allez, si on reprend les subventions du mois de février et de début mars, aujourd'hui, vous allez avoir, pour certaines structures, en fonction de la taille et du budget, le FDVA2 sur la partie projet innovant. Ah, ok, on en Euh, parle et, bien et après. Ok. et ça, c'est pas un financement exclusif sport. Quand on intervient dans les quartiers prioritaires ou à destination des habitants des quartiers prioritaires politiques de la ville, ben, on peut émarger sur le contrat de ville, même si c'est de plus en plus Ok, compliqué. Voilà. Et aujourd'hui, il y a d'autres financements, notamment dans sur le la sport ville. santé. Aujourd'hui, on l'évoquait avec Véronique, mais aujourd'hui, il y a des associations sportives qui sont très positionnées sur le sport santé et qui arrivent à avoir 10, 15, 20 financeurs différents sur des conférences des financeurs, sur des lignes spécifiques, et qu'aujourd'hui, c'est un métier, c'est de la veille, mais le premier niveau, ça Ok. passe par de la formation pour identifier tous ces financements-là.
Ouais, on Et est dans l'appel donc à ça, c'est projet et même dans c'est l'appel ça. à ah voilà. manifestation d'intérêt OK. aussi aujourd'hui, hein. Et ça Oui. sera exactement la Mmh. même chose sur le mécénat privé, puisqu'il n'y a aucune fondation d'entreprise aujourd'hui qui finance le sport pour sa pratique sportive. Ils vont financer le sport santé, ils vont financer l'insertion, ils vont financer l'éducation. Donc, on en revient exactement à ce qui était partagé avant. OK, très bien. Bah, écoutez, s'il y a pas d'autres remarques ou questions. Alors on a été en très petit comité, hein, c'est toujours le cas sur les webinaires, c'est-à-dire qu'on a des inscrits, on en perd à peu près 50. J'ai enregistré cette vidéo, ce petit webinaire. Je remercie vraiment Sébastien et Laurent d'avoir pris de leur temps, pour échanger avec nous. Voilà, l'idée c'était un peu de poser une pierre à l'édifice de la réflexion économique. J'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver au sein de nos propositions de formation. Et puis Sébastien et Laurent, nous on se retrouve assez vite, Sébastien des mois de février, pour justement parler des sources de subventions dans le cadre des appels à projets et de sortir du système aussi de simplement de la subvention de fonctionnement qui n'est plus sur lequel on doit aujourd'hui travailler différemment. Et, Merci tout le monde, allez, merci Véronique. on va terminer sur une note positive, mais on a dit qu'il fallait apprendre à relationner différemment avec les partenaires publics et privés. Et donc, quelque chose d'absolument vrai, un bénévole heureux est un bénévole contagieux.